Bonjour et bienvenue dans Actu en 7. Ravi de vous retrouver chez vous. C'est parti pour votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine, l'analyse et le commentaire de l'actualité de la semaine avec nos invités sur place. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pathé Mbodj. Il est journaliste. Bonjour à vous, Pathé, monsieur Mbodj. Bonjour et bonjour à Badji. Voilà, vous l'avez présenté, Badji. Samba Dialempa, notre confrère, rédacteur en chef adjoint de Checkpoint, Africa Checkpoint. Bienvenue. Africa Check. Bonjour, merci de me recevoir et bonjour au doyen Pathé. D'accord, Samba Badji de Africa Check, rédacteur en chef adjoint. Alors c'est parti pour l'analyse de l'actualité de la semaine, nationale comme internationale. Nous allons démarrer avec la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec à l'Institut du cancer. Le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, a fait un point de presse la semaine dernière donc pour faire des déclarations, à savoir l'acquisition de 2 accélérateurs dans 6 mois. D'ici 6 mois, donc les patients, les malades du cancer devront patienter, prendre leur mal en patience, disons. Alors, annonce faite par le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck. D'abord, Pathé Mbodj, quelle lecture faire d'une telle situation? C'est une situation qui est déplorable, bien que prévisible, parce que quand même accepter qu'une machine fonctionne et qu'elle tombe en panne. Le problème, c'est que c'est la sensibilité du secteur dans lequel cette panne est intervenue, et c'est peut-être aussi le moment où cette panne est intervenue, et c'est peut-être aussi enfin à cause d'une forte demande en chimio que malheureusement le Sénégal ne pourra pas honorer. Et il est déplorable que cette machine soit tombée en panne, moins je crois par la faute d'un gouvernement ou d'un État que par la faute de ceux qui la gèrent. Parce que quand même, l'hôpital Le Dantec est un hôpital universitaire. Il y a de la recherche, il y a de la coopération. Il y en a qui sont responsables de leur département et qui gèrent ce département sur le plan financier comme ça se gère dans une entreprise. Il est vrai qu'il y a la structure de l'État qui met en place les dispositions pour permettre un fonctionnement, mais il y en a qui gèrent au quotidien cet appareil, et je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'il faudrait déplorer la panne. Maintenant, l'État va venir en appoint, sauf que c'est un peu difficile en 6 mois. Vous ne pouvez pas dire à un malade, attendez 6 mois pour voir si vous allez mourir ou pas. En attendant, on peut trouver un palliatif, vous évacuer sur le Maroc, parce que c'est la solution intermédiaire trouvée. Le Maroc et la Mauritanie. Si le coût de l'évacuation dépasse le coût de l'appareil, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, dans le monde où nous nous trouvons, avec l'évolution de la technique et de la technologie, qu'on dise que cet appareil, on ne peut l'acquérir que dans 6 mois. Voilà, pour le moment. Vous avez parlé du coût de l'évacuation. Le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, a parlé de 3 millions. Chaque patient coûte 3 millions pour l'État du Sénégal. Donc l'impact économique, nous allons y revenir au cours de ce débat. Mais avant cela, Samba Badji, comment analysez-vous cette situation assez dramatique? C'est une situation qui est déplorable. Je veux dire, déjà, ça pose un réel problème dans la gestion de la santé publique dans ce pays. C'est-à-dire, déjà, le fait qu'on n'ait qu'un seul appareil de radiothérapie dans le pays pose problème. Qu'on ait un appareil d'un ancien âge, parce que l'appareil était aussi vieux, c'est un problème. Et que qu'on n'ait pas mis en place un dispositif qui permette de prendre les devants, de prévenir, d'anticiper, c'est aussi un problème. Et l'autre problème que je déplore, c'est qu'en fait, le gouvernement n'a réagi qu'après une forte mobilisation de certains citoyens. Ça, il faut le dire aussi, il faut le rappeler, qu'il y a eu certains citoyens qui, sur les réseaux sociaux, qui, dans les médias, ont attiré l'attention. Et au moment où on parle, il y a des citoyens qui essaient de lever des fonds, de se cotiser, d'appeler des gens à mettre de l'argent pour
aider au traitement des malades du cancer. Je trouve que c'est un gros problème que l'État ne puisse pas anticiper ce genre de problème, mettre en place un dispositif qui permette, en cas de problème de ce genre, qu'il puisse réagir rapidement. Mais l'un dans l'autre, le gros problème, c'est, oui, comment, on est en 2017, on n'a qu'un seul appareil de radiothérapie au Sénégal. Et quand j'ai suivi aussi l'intervention de la ministre de la Santé, qu'ils vont acheter 3 appareils de radiothérapie deux accélérateurs qui vont tous être installés à Dakar. Il semble qu'ils vont tous être installés à Dakar. Ça aussi, c'est un autre problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est malade du cancer à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Kaolack, à Tambacounda, va être obligé de venir jusqu'à Dakar. Ça aussi, c'est un autre problème de fond qu'il faut poser. Et je pense que ça pose globalement le problème de la gestion de la santé publique dans ce pays. Vous avez évoqué ce problème, mais également, on va soulever également le problème noté au centre anticancéreux, l'Institut Joliot-Curie, qui ne répond pas aux normes d'un institut de cancer anticancéreux. Nous allons y revenir. Mais avant cela, il y a certains acteurs de la santé également qui soutiennent que cela est une faute grave. Soit le ministre de la Santé doit sanctionner ou démissionner, plutôt que de tenir un point de presse et revenir sur des promesses. L'appareil sera sur place dans 6 mois, dans 5 mois, même pas de date précise. Vous savez, bon, moi je pense qu'il faut d'abord donner et reconnaître à l'État un délai d'information et de maîtrise d'un dossier avant de se prononcer. Un dossier est pendant. Il y a eu la panne. Certainement, vous vous souvenez qu'en 2014 ou 2015, quand le président recevait le corps enseignant, il a avoué lui-même n'avoir jamais été mis au courant d'une certaine situation. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître un certain délai entre le moment où la machine tombe en panne, où la rumeur publique s'en saisit, et où les concernés réagissent, et où le ministère demande des informations, le temps d'avoir ces informations pour pouvoir faire le point. Entre-temps, les réseaux sociaux, qui sont beaucoup plus immédiats, des médias chauds ou même des médias froids, se sont emparés du problème à cause de sa sensibilité et ont alerté l'opinion publique nationale, internationale sur une situation. Ça, c'est un fait que nous, communicateurs, nous comprenons bien. Mais il faut aussi reconnaître à l'État le temps de réflexion, de maîtrise du dossier pour pouvoir se prononcer de manière définitive. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'était prévisible. Non, toute machine qui marche... Et il y avait des pannes, non? C'est pas la première fois. Il y avait des pannes successives, répétitives. Non, c'est-à-dire ce qu'il faut déplorer, moins l'unicité, plus l'unicité de la machine, que l'absence de services alternatifs, d'offres alternatives. Vous savez, par exemple, pour ce qui est les maladies du rein, il y a des services privés qui proposent et qui viennent en appoint à l'offre nationale, globale. Et dans le cas d'espèces, peut-être que la sensibilité du secteur est telle que certains n'ont pas voulu financer. Parce que attirer l'attention, c'est bien, mais inciter aussi au développement du service à l'offre, je pense, est bien aussi. Inciter des bailleurs, des privés qui peuvent, comme font certains dans le cas de la maladie du rein, et que l'offre aussi dépasse. Parce que je pense qu'il faudrait aussi comprendre qu'à un certain moment, on ne puisse pas toujours tout attendre de l'État. Parce que l'État, en général, la culture et la sociologie de la santé, quand on l'étudie un peu, c'est qu'on vient vers l'État, c'est-à-dire vers la structure, quand nous, dans notre culture, c'est pratiquement terminé. Et parce que l'offre n'est pas assez grande, nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas encore très bien les arcanes de la santé ou de la justice. On préfère aller voir le féticheur, on préfère aller voir le petit marabout, et c'est seulement quand on est en phase terminale qu'on vient à l'hôpital, alors que c'est déjà trop tard. Ce qu'il faut déplorer encore une fois, c'est l'absence de prévisibilité de ceux qui possèdent la machine, qui n'ont pas en place
des pièces de rechange qui n'ont pas en tout cas se sont pas dotés de moyens de pouvoir remplacer la machine en cas de panne. Parce que cette machine, ce n'est pas l'État qui l'exploite, encore une fois. Si vous connaissez un peu la structure de l'hôpital de Nantes, qui est un hôpital universitaire, le professeur est responsable d'un département qu'il gère même sur le plan financier. C'est à lui qu'on paye. Il y a une part qui sert à l'entretien général de la structure de l'hôpital, mais c'est pratiquement des cabinets privés qui font office d'offre publique, si on peut dire, avec l'hôpital. Et dans ces conditions-là, ils sont plus responsables que l'État lui-même, qui, en dernière analyse, quand les réseaux sociaux, quand l'opinion publique se sert de ce problème, demande à comprendre quelle est la nature du problème et essaie d'y apporter une solution. Malheureusement, ici, c'est, comme on dit, et dans le cas d'espèce, et ce n'est pas un jeu de mots, ce serait le médecin après la mort, parce que promettre 6 mois, quand même, aujourd'hui en 2017, dans ce Sénégal qui est intégré à l'humanité, dire qu'on ne peut pas avoir une machine de thérapie avant 6 mois, je pense que c'est ça l'aberration. Voilà, donc toujours par rapport à cette analyse ou bien même ces propositions de certains acteurs de la santé qui ont eu à dénoncer cela, à assimiler cela à une faute lourde, d'autres disent que le ministre de la Santé devait même démissionner à la limite. Démissionner, je ne sais pas. Je ne vois pas si aujourd'hui, si la ministre de la Santé démissionne, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va faire que l'appareil redémarre? Je ne suis pas sûr. Il y a des responsabilités qui sont partagées, les autorités du ministère, le gouvernement, mais je partage un point avec le professeur, avec le doyen Patembodj, c'est que aussi, quand on voit comment fonctionnent les hôpitaux génèrent des recettes aussi, c'est-à-dire que on ne peut pas non plus rejeter toute la responsabilité sur le gouvernement, même si c'est peut-être sa responsabilité première, voilà, d'assurer la santé pour les Sénégalais. Mais les hôpitaux aussi, quand vous allez vous faire soigner pour ça, les patients payent. Les patients payent à l'hôpital. Donc cet argent, où est-ce qu'il va? Je crois qu'il y a aussi une question à se poser sur comment sont gérés nos hôpitaux, à quoi servent l'argent que ces hôpitaux génèrent, et aussi, quelque part, interpeller les syndicats de la santé. On sait très bien que chaque année, ils font beaucoup de grèves, et pour l'essentiel, leurs revendications sont pécuniaires. Ça se comprend. Ils veulent avoir de bonnes conditions de vie, mais il faut aussi qu'on puisse avoir, nous en tant que citoyens qui avons besoin d'un service public de la santé, nous avons besoin d'un service public de la santé qui fonctionne, et je pense que la responsabilité doit être, ce sont des responsabilités partagées. Je ne vois pas, même si de façon globale on peut considérer que les autorités, le ministère de la Santé a une certaine responsabilité, je ne vois pas en quoi la démission du ministre de la Santé va changer dans la situation dans laquelle on est. Pourquoi ne pas élaborer une politique de lutte contre le cancer? Mais il y a je pense qu'il y a une politique. Il y a un programme, mais il y a un programme. Mais il n'y a pas de budget. Ce que j'essaie d'expliquer aussi, qu'on se comprenne, c'est que le ministre de la Santé ne gère pas au quotidien les hôpitaux. Ça aussi, c'est une réalité. Pourquoi personne ne demande la démission du directeur général de l'hôpital? On veut que le ministre... certains ont parlé de fonction. Ce que je veux dire, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le problème est là, il est réel, on constate le problème, mais dans la recherche de solutions, je ne suis pas sûr que exiger la démission du ministre de la Santé pour la panne d'un appareil dans un hôpital, même si c'est un problème grave, je ne vois pas concrètement qu'est-ce que ça va changer dans le problème tel qu'il se pose. Et après, oui, on doit quand même poser un débat global sur la gestion de la santé publique au Sénégal. Je pense qu'il y a aussi un aspect assez, émotionnel sur ce problème de l'appareil de radiothérapie, mais au-delà, le vrai problème, c'est le problème de la gestion de la santé publique
au Sénégal, ça ne concerne pas que le problème des malades du cancer. C'est bien un problème encore plus sérieux, plus important, et ça touche beaucoup d'autres choses. Alors, vous l'avez évoqué tantôt, doyen Pathé, l'évacuation des patients éligibles. Le ministre de la Santé a souligné que chaque patient coûte 3 millions de francs CFA. Alors, l'impact économique, l'impact sur notre économie, votre analyse? Bon, disons, je pense qu'il y a deux choses qu'il faudrait considérer. La première, c'est que l'évacuation peut coûter 3 millions, stricto sensus, sans coûter 3 millions. Parce qu'il y a quand même des accords de coopération qui font qu'on peut compenser le service rendu par d'autres, surtout avec le Maroc, pour lequel le Sénégal a les yeux de Chimène. Et bon, la Mauritanie, ça m'étonne un peu parce que le plateau médical mauritanien n'est pas aussi développé que les... mais la Mauritanie a été citée quand même. Oui, la Mauritanie a été citée peut-être pour une question de proximité, une question d'incubation, le temps d'incubation, le temps d'arriver au Maroc, parce que s'il ne s'agit pas d'évacuation sanitaire, ce serait une évacuation terrestre, et peut-être aussi la Mauritanie pourrait servir d'étape. Mais la Mauritanie, je ne pense pas qu'elle puisse disposer d'un plateau médical aussi évolué que celui envié du Maroc, dans le cas d'espèces, d'une part. Maintenant, ça coûte 3 millions par malade. Au moins, il faut reconnaître le souci de l'État d'aider à résoudre un problème temporairement. C'est une solution temporaire en attendant que l'appareil arrive. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas un nombre aussi élevé qui coûterait la machine dans l'immédiat plutôt qu'un palliatif qui serait un succès d'année, comme on dit en médecine. Voilà, donc l'impact économique avec bien sûr le nombre de patients qui sera évacué, donc un nombre qu'on n'a pas fixé, qu'on n'a pas donné pour le moment. Oui, on ne connaît pas le nombre de patients qui vont être concernés, des patients qui vont être concernés par cette disposition ou ce dispositif d'évacuation. Ça va coûter cher, c'est très clair. Est-ce que ça va coûter autant qu'un nouvel appareil? C'est possible. Mais en attendant, c'est la seule solution qui se pose aussi. Il faut se le dire. C'est la seule solution qui se pose. Il n'est pas possible d'avoir un appareil avant 6 mois d'après les autorités. Donc dans cet espace d'ici à 6 mois, il faut quand même soigner ces malades. Il faut les traiter. Et donc si c'est la seule solution qui se pose, l'État va mettre l'argent pour que... c'est impératif, mais il y aura un impact sur notre économie. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer pour ne pas avoir pris les devants. C'est un prix à payer pour ne pas avoir su anticiper. C'est un prix à payer pour ne pas avoir équipé suffisamment d'hôpitaux au Sénégal depuis toutes ces années d'appareils qui peuvent... C'est-à-dire, si on avait dans différents hôpitaux sénégalais d'autres appareils comme celui-là, si un appareil tombe en panne, on ne va pas évacuer les malades au Maroc, mais peut-être qu'on va les évacuer à Kaolack, à Saint-Louis, à Ziguinchor. Donc, aujourd'hui, on est dans cette situation, ça va coûter cher, mais c'est un prix à payer. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a quand même un groupe de Sénégalais qui se mobilisent, c'est à titre symbolique, mais qui essaient de mobiliser de l'argent pour contribuer justement à cet effort d'évacuation des malades. Je pense que c'est un geste à saluer. Doyen, le tourisme médical, l'un des principaux points du plan Sénégal émergent. Au moment où on parle d'émergence, on évacue nos patients éligibles, non malades du cancer, alors que le tourisme médical est tant vanté dans le plan Sénégal émergent. C'est paradoxal. Vous savez, le Sénégal dispose d'un plateau technique assez consistant quand même sur le plan médical. Si ce n'est pas public, c'est privé ou semi-privé. Véritablement, les cliniques, parce qu'il ne faut pas en citer pour ne pas faire de la publicité, les hôpitaux, moi je vois que généralement, toute la sous-région se soigne au Sénégal. Ça, là, il faut le reconnaître.
Mais dans nos régions, les régions, des fois dans les régions de Kédougou, Tambacounda, il n'y a même pas... Bon, vous parlez de plateau technique, mais des fois il y a un déficit de personnel, le plateau technique fait défaut, il n'y a pas de gynéco... Je pense que ceux qui investissent, qui ne sont pas des mécènes, qui ne sont pas l'État, le font par rapport qualité-prix et demande. La concentration et la culture, je vous parlais de la sociologie de la santé, la compréhension que nous avons de la santé, de ne recourir au toubab qu'à la fin, font que les distances aussi, l'environnement semble beaucoup plus favorable pour Dakar que pour l'intérieur. Il y a des soins palliatifs qu'on peut offrir à Fongolembi, par exemple, à Tamba. Ziguinchor est quand même assez développé, Saint-Louis. Il y a dans les régions quand même un effort privé d'offres médicales. Maintenant, il y a de gros investissements. Parce que nous, notre drame, c'est un peu ça. Nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas, que ce soit pour un Sénégal émergent ou pas. On n'a pas encore créé de machines comme ça. On est en train de faire signaler et ça, c'est toute une histoire avec Baïla Ndiaye. Bon, on est en train de monter des usines de voitures, ça c'est que ça peut se faire, mais on n'a pas atteint l'évolution d'un Brésil. Le Brésil a réglé tous ses problèmes de santé in situ. Le Brésil n'évacue aucun malade parce que le Brésil pose des problèmes, les règles lui-même sur le plan de la sanitaire. C'est connu. Ils ont même inventé depuis quelque temps certains médicaments pour certaines maladies que l'Europe n'a pas encore atteint. Bon, je pense que s'il faut être utile en dehors de l'investissement public ou privé, ce serait aussi de créer des laboratoires de recherche. Vous savez, ici, par exemple, il y a certaines analyses, on ne peut les faire qu'à Pasteur. C'est inadmissible. 60 ans après l'indépendance, on n'a pas d'institut de recherche. L'Orstom, l'IRD maintenant, c'est français. Nous n'avons pas investi sur ce plan-là. Et je pense que c'est peut-être le moment d'appeler à une sorte de... et ça c'est très possible, moi je pense que le président a des idées dans ce sens-là, dans le cadre de Promoville, de créer des lieux, des hubs, comme il y en a aux États-Unis, où on peut développer l'informatique, où on peut développer de nouveaux médicaments, on peut développer de nouvelles réalités. Je pense que c'est un peu ça, ce serait ça l'originalité dans le cadre de la santé, que de créer des centres de recherche et des laboratoires de recherche qui soient... nous avons suffisamment d'étudiants en médecine, nous avons suffisamment formé de gens en médecine. Tous les grands, depuis Birago, sont pratiquement sortis de Dakar. Tous les grands d'Afrique, tous les grands du Sénégal actuellement sont sortis de Dakar sur le plan, qu'ils soient vétérinaires ou médecins. On a la formation. Il faut maintenant donner les moyens à ces gens formés de pousser des recherches post-universitaires de manière à peut-être régler le problème de la santé dans le cadre du plan Sénégal émergent. Je l'ai évoqué tantôt, donc le tourisme médical, le plan Sénégal émergent. Au moment où, bon, c'est juste un exemple, hein, vous avez parlé de la santé de manière générale, mais l'Institut Joliot-Curie qui ne répond pas aux normes d'un centre anticancéreux. Oui, non, enfin moi je ne crois pas tellement à cette histoire de tourisme médical. Pour moi, avant de penser à un tourisme médical, il faut assurer que les Sénégalais ou le maximum de Sénégalais puissent avoir un accès assez important à la santé, ce qui n'est pas encore le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits. Je pense qu'aussi, de notre côté, il faut reconnaître qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, mais par rapport à la demande et par rapport aux besoins, ces efforts sont encore
allez, on va dire insignifiant. Mais il existe des efforts. Après, je ne suis pas sûr que, au-delà d'une volonté proclamée, il y a une volonté réelle de mettre en place un dispositif d'un service de santé publique qui puisse permettre à un maximum de Sénégalais d'avoir un accès facile à la santé. Bon, on entend tout un discours sur la couverture maladie universelle, mais dans la réalité, on est encore très loin du compte. Donc je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire pour l'accessibilité à la santé, pour que le maximum de Sénégalais puissent avoir accès à la santé, mais à un moindre coût. Et à partir de là, on peut penser à un tourisme médical. Parce que qu'est-ce qu'on entend par tourisme médical? C'est essayer de permettre à des Occidentaux qui puissent venir se faire soigner dans nos hôpitaux sous certaines conditions, attirer une certaine clientèle dans nos pays. Mais à quoi ça servirait de mettre cela en place si les gens qui sont dans ce pays, les habitants ici, on n'a pas un accès facile à la santé à moindre coût? Je pense que voilà, il faut peut-être changer de paradigme, penser à une accessibilité à la santé plus avancée pour les Sénégalais à moindre coût d'abord, et après essayer de... Et le paradoxe il est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que quand même on a une faculté de médecine qui est assez réputée, qui forme de bons médecins, qui sont très qualifiés. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants qui viennent de pays étrangers, dont le Maroc notamment. Mais je pense que quelque part il y a un chaînon manquant qui fait qu'il faut avoir une sorte de cartographie sanitaire qui permettrait aux gens d'accéder facilement à la santé au moindre coût. Et donc, je pense qu'il y a des efforts à faire dans ce sens. Nous allons terminer par ce point. C'est pas nouveau avec le cancer. On se rappelle en 2013, doyen, le rapport de Human Rights donc, sur le cancer, le traitement du cancer au Sénégal. Et là, donc, le rapport avait établi un tableau sombre sur la question des soins palliatifs. Alors, est-ce à dire qu'il faut une politique, genre, je le répète, je l'ai dit tantôt, une politique de lutte contre le cancer, différente du programme proposé par certains acteurs? Vous savez, la santé, elle évolue aussi. Nous, quand on était jeunes, le mercredi, on nous donnait des nivaquinines, 3 nivaquinines, pour prévenir pendant l'hivernage le paludisme. Mais le moustique, là, qui est responsable, a compris, à force de nous piquer, qu'il faut changer de méthode. Maintenant, surtout, éviter de donner des nivaquines avant la maladie. Donc, il y a une certaine évolution physique, physiologique de l'individu. Le corps lui-même génère des anticorps en cas d'agression. Et c'est seulement quand cette agression est trop forte que le corps s'affaiblit et que la maladie apparaît. Peut-être qu'on est tous malades, potentiellement, qui ignorons que nous le sommes, jusqu'au moment où, parce que notre corps sécrète des anticorps contre l'agression et parvient à le combattre en fonction du mode de vie que nous menons. La maladie aussi peut évoluer, parce qu'aujourd'hui on nous parle d'institut de léprologie et de cancer, où on ne fait pas les efforts qu'il faut, mais peut-être que les efforts qu'il faut ne tiennent pas compte d'une mutation potentielle de la maladie sous d'autres formes, et que le temps qu'on mette l'accent sur la lutte contre le cancer, le programme, le cancer la forme de cancer aura changé, aura muté sous une autre forme et qu'il faudra combattre encore. C'est ça un peu la maladie. C'est donc moins la maladie en elle-même que la recherche qu'on pourrait faire sur la maladie pour pouvoir la maîtriser à un temps donné. Voilà. Pas à le plan a été proposé d'ailleurs en 2013-2014, si je ne me trompe, et jusqu'en 2017, pas de financement, toujours pas. Vous parlez d'évolution de la maladie. Ah oui, mais si vous dites que demain je vais aller sur la Lune, qui est un programme, qui est un plan, mais il faut avoir le moyen d'aller sur la Lune. C'est tout. Il ne faut pas promettre la Lune quand on n'a pas le moyen d'y aller.
C'est politique. Voilà, doyen. Donc, Samba Badji, toujours par rapport à la politique donc, de lutte contre le cancer, je l'ai tantôt évoqué avec vous. Le rapport de Human Rights donc, qui soulevait les soins palliatifs qui faisaient défaut à l'époque, parce qu'il n'y avait pas assez de morphine, le déficit de morphine à l'époque était soulevé donc, dans ce rapport. Quelle analyse, vu la situation présente, qui n'évolue pas, disons. Je veux dire... je pense que dans le cadre de la lutte contre le cancer, il y a des efforts qui sont faits en termes de sensibilisation. Vous parlez de l'Octobre Rose ou bien laissez-moi finir. En termes de sensibilisation, il y a beaucoup qui est fait. On essaie de en termes de prévention, sensibilisation. Mais en termes de prise en charge des malades, il y a un gros problème. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, je crois que, comme je l'ai dit, au-delà du cancer, c'est le problème de la santé. Et le point que je veux souligner, c'est que tant que nos autorités les plus importantes, à commencer par le président de la République, c'est valable pour beaucoup de pays africains, continueront à aller se faire soigner à l'étranger, ne serait-ce que pour un rhume, nos systèmes de santé ne seront pas développés. Parce que aussi, ça aussi, c'est un aspect important. Ces gens ne se font pas soigner ici. Ils ne se font pas soigner ici, donc que le système marche ou pas, c'est pas vraiment une priorité parce que au moindre petit pépin, ils vont se faire évacuer à l'étranger et se faire soigner là-bas. Je pense que ça aussi, c'est une chose qu'on devrait comprendre et en tant que citoyen, les médias, l'opinion publique, il faut qu'on continue aussi de hausser le ton, de mettre la pression pour qu'on puisse avoir des systèmes de santé fonctionnels qui permettent... Pourquoi ils vont se faire soigner à l'étranger? Parce qu'ils savent que ce qu'on a comme système de santé ne marche plus ou moins, mais n'est pas à point. Donc, quand ils sont malades, ils pensent qu'ils sont mieux soignés à la Pitié-Salpêtrière ou dans un autre hôpital français ou américain que à le Dantec ou à l'hôpital principal. Ça, c'est un problème fondamental. Voilà, donc nous allons avancer toujours dans Actu en 7. Nous allons parler des licences de pêche entre les accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Alors, l'interdiction d'accès des larges mauritaniennes aux pêcheurs sénégalais après l'expiration de ces accords entre le Sénégal et la Mauritanie. On assiste donc à des arrestations. Environ une cinquantaine de pêcheurs sénégalais ont été interpellés, arrêtés en Mauritanie. Quelle analyse faire de cette situation? Je pense que vous aimez la litote en disant que des pêcheurs ont été arrêtés le 30 janvier, quand on essayait de faire élire le professeur Bachili à l'UA. Les Mauritaniens ont tiré sur des pêcheurs. Ils ont tiré sur des pêcheurs, donc c'est plus qu'arrêté. Maintenant, on fait feu sans sommation. Disons, l'histoire des licences de pêche, c'est des accords qu'il y a entre la Mauritanie et le Sénégal. Et ces accords, il faut les renouveler. C'est comme les accords de Yaoundé, dans le cadre de l'Union européenne, et ACP, UE, ACP. Il y a des accords, ça prend parfois le temps de signer des accords. En attendant, le pêcheur, lui, il va à la mer tous les jours. Je pense que les accords sont aussi fonction des tensions qu'il y a entre les deux pays. Vous avez vu le dernier sommet, le 28e sommet de l'UA, d'Addis Abeba, a révélé la grande estime que nos voisins ont pour nous, et qui ont permis de ne pas élire le professeur Bachil, le meilleur candidat qui n'a pas été élu. Ces voisins, vous avez vu, au-delà des accords de pêche, après le sommet de l'UE, il y a eu la rencontre de G5 de lutte contre le terrorisme. Je pense que quand les pays soudano-sahéliens et les pays de l'Afrique de l'Ouest luttent contre le terrorisme en oubliant le plateau qui permet l'évacuation ou la progression ou le départ des troupes étrangères luttant contre le terrorisme à partir du Sénégal, je pense qu'il y a une volonté d'isoler
Donc les accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie sont comme les accords de transhumance du bétail qui ont donné Doulo Khoré en 88 et qui auraient pu donner le 30 janvier dernier aussi le truc de Gokhumbath. Et chaque année, on a les mêmes problèmes en fonction de l'estime de Aziz pour Macky, qui fait tout, lui, pour plaire à Aziz. C'est un peu ça. Disons, c'est plus politique que économique, social ou des accords de bon voisinage. Les relations diplomatiques entre la Mauritanie et le Sénégal? Ce ne sont pas des relations diplomatiques, je pense qu'il y a des relations personnelles entre des chefs d'État qui influent plus que les relations sur la diplomatie. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble avec la Mauritanie. Nous sommes condamnés à vivre ensemble avec le Mali. Nous sommes condamnés à vivre ensemble avec la Guinée, les deux Guinées, avec la Gambie, qui sont nos voisins immédiats. Nous sommes aussi intégrés dans un monde, comme disait Macluhan, un village ouvert. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie et dire que nous allons seulement pêcher chez nous. La Mauritanie ne peut pas dire non plus que son poisson ne peut pas migrer vers le Sénégal et que le gars de Gokhumbath, qui est à la limite de la frontière, ne va pas pêcher. Et bon, maintenant, tout dépendra de la capacité de persuasion du Sénégal par rapport à la Mauritanie, mais cette capacité de persuasion est aussi fonction des intérêts du Sénégal avec le Maroc, des intérêts du Sénégal dans le dossier sahraoui. Et donc, vous savez, au-delà des accords, il y a plusieurs ingrédients qui rentrent en ligne de compte. Et c'est en fonction de cela que les accords se signent beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement, qu'on tire pas sur les pêcheurs saint-louisiens. En attendant, on expose les Sénégalais pêcheurs habitant vers Saint-Louis, ou même venant, en tout cas, des pêcheurs sénégalais, au feu des gardes-côtes mauritaniens. Une pratique illégale de pêche sur les lages mauritaniennes, Samba Badji, avec ces accords expirés. Disons, je pense que tirer sur les pêcheurs, c'est quand même une réaction disproportionnée par rapport au problème. C'est clair. Après, puisqu'on parle d'accord, je pense qu'aussi il est de la responsabilité des autorités sénégalaises de trouver un moyen de bien expliquer aux pêcheurs de quoi il s'agit. Parce qu'au fond, les pêcheurs, ils vont en mer, ils ont pas une grande notion des frontières maritimes, est-ce qu'il faut dépasser là, est-ce qu'il ne faut pas dépasser là, que disent les accords. Et je pense qu'il y a un travail pédagogique à faire de la part des autorités. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais peut-être qu'ils ne le font pas assez et qu'il faudrait accentuer, faire pour permettre aux pêcheurs aussi de comprendre le contenu de ces accords et de respecter un minimum de règles. C'est très important. Après, au-delà de ça, moi je pense que bon, au-delà de la question des accords de pêche, je crois qu'il y a un gros problème entre le Sénégal et la Mauritanie qui ne se dit pas que les autorités d'un côté de l'autre essaient de gérer comme ils peuvent, notamment du côté du Sénégal avec beaucoup plus de tact qui parfois est considéré par certains observateurs comme de la frilosité, ce que je ne partage pas. Je pense que on essaie quand même de gérer cette histoire avec beaucoup de tact et comme le dit le doyen, on est condamné à vivre avec ces pays-là. Ce sont nos voisins immédiats. On a les mêmes familles d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc je ne pense pas qu'on doit se laisser influencé par les vicissitudes politiques des régimes qu'il y a d'un côté ou de l'autre. Et je pense aussi que la gestion du gaz qui est à l'horizon aussi, qui se profile, pourrait de plus en plus exacerber les relations. Et je pense qu'il appartiendra aux autorités des deux côtés de voir dans quelle mesure ils peuvent gérer tout cela avec beaucoup plus de diplomatie, de délicatesse et de tact. Voilà, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et pourtant, on a noté
le discours assez va-t-en-guerre de Mankeur Ndiaye, qui s'est d'ailleurs déplacé en Mauritanie donc pour arrondir les angles, mais n'a pas pu trouver le chef de l'État islamique mauritanien sur place, en raison de la rencontre donc, du G5. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères ne devrait pas essayer d'être mieux, donc poser entre guillemets sur son discours assez va-t-en-guerre? Enfin, le discours va-t-en-guerre, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Comme avec le cas Gambie, il avait tenu le discours assez... Je ne sais pas. Disons que... à mon avis, sur un certain aspect, c'est une question qui devait être réglée d'abord par le ministre de la Pêche, avec son homologue mauritanien, pour essayer de trouver un premier problème lié à la question stricte des accords de pêche. Après, voilà, il s'est passé... au concours de circonstances, c'est peut-être pas forcément une coïncidence, il s'est passé la crise gambienne, l'élection à l'Union africaine, tout ça dans la même période, ça crée une certaine suspicion et peut-être un aspect sur lequel je peux être d'accord avec vous, je ne sais pas si vous faites allusion à ça, c'est que oui, moi je pense que le discours tenu par le ministre des Affaires étrangères après l'échec de Bathily à l'Union africaine n'est pas vraiment un discours de diplomate. Ça, c'est mon point. On peut le mettre dans ce même sillage. Oui, je pense que c'est un peu dans le même ordre d'idée. C'était un peu un discours qui, accumulant tout ce qui s'est passé avec la Gambie, l'intervention de la Guinée, de la Mauritanie, la défaite de Bathily. La défaite de Bathily, on considère que nos voisins n'ont pas été très élégants à notre égard. Encore qu'ils n'avaient aucune obligation de voter pour Bathily. Donc, je pense que ce n'était pas un discours à tenir. Voilà, tant plus que Bathily n'était pas donc, le candidat de la CEDEAO, et plutôt candidat du Sénégal. C'est ça l'inverse, c'est ça l'erreur. Il n'était pas le candidat de la CEDEAO. Était le candidat de la CEDEAO jusqu'au moment où les gens entraient en salle. Mais il n'y avait pas de résolution officielle publiée par la CEDEAO pour dire que Bathily est le candidat. Bathily était le candidat de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a eu une résolution officielle? Oui. C'est comme après la résolution de l'UA demandant le retrait collectif de la CPI, ce qui n'est pas légal. L'adhésion est personnelle. C'est chaque État intuitif personnel qui adhère à la CPI. Et c'est chaque État individuellement qui peut se retirer de la CPI. Mais l'UA ne peut pas appeler tous les États africains à sortir de la CPI. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est dans le cadre de l'élection de Bathily, Bathily était le candidat. Vous savez, par exemple, pour le président Conté, c'était une présidence tournante. C'était l'Afrique de l'Ouest qui devait l'avoir. Le président Conté a fait part de sa volonté et l'Afrique de l'Ouest a présenté le candidat Conté pour la présidence. De la même manière, la CEDEAO, les 15 États, la CEDEAO avait dit nous porterons notre choix sur Bathily. Il y a eu officiellement, c'est officiel. Vous pouvez voir, il y a des résolutions de la CEDEAO, il faut voir sur le site de la CEDEAO. Il y a eu maintenant la situation en Gambie et l'intervention de certains. Et je pense que c'est là que le Sénégal a fait l'erreur. Parce que si le Sénégal est désigné mandataire par l'ONU pour avoir déposé une résolution soutenue par l'ensemble du Conseil de sécurité et l'ensemble des membres pour gérer la crise en Gambie, je ne peux pas laisser un Aziz ou un Conté aller négocier à ma place. Parce que quand le fils de Aziz a été tué dans un accident, mais le président s'est déplacé lui-même pour aller présenter ses condoléances au président Aziz. Il n'y a aucun président de la sous-région qui en a fait autant. Badji disait que pour ce qui est de la pêche, le ministre de la Pêche aurait suffi dans un premier temps, parce qu'il faut élever les trucs. Et au troisième niveau, maintenant, ce serait le président lui-même
qui se serait entretenu, mais la disponibilité du président s'est vérifiée d'ailleurs après le discours, la conférence du ministre des Affaires étrangères, où il a dit, bon, nous n'avons aucun problème avec nos voisins. Bon, c'est vrai que, bon, ça c'est, disons, c'est un langage politique. Mais sur le plan, c'est vrai qu'il y a eu un pays qui n'avait pas de candidat, qui a fait une tournée au même titre que le Sénégal, qui a visité 38 États pour dire, bon, il ne faut pas voter pour le Sénégal. Alors, vous rejoignez alors donc le ministre des Affaires étrangères, Marc. Non, c'est connu, il faut lire... Bon, après aussi, je pense que le Sénégal aurait dû faire le tour du continent pour dire que notre candidat est bon, qu'il faut voter pour lui. Ils ont fait la tournée dans 38 États. Oui, on aurait dû faire... Beaucoup de ministres. Je pense que le Sénégal aurait dû faire la tournée dans 54 États, puisque ce sont 54 États. Ils ont fait 38. Non, il y a des États qui n'ont pas visité. Les États avec lesquels on n'a pas d'accord, par exemple la RASD, n'est pas un État, on n'y est pas allé. Il y a en Algérie, ils ne sont pas allés parce qu'on savait quelle était la position de l'Algérie. Le Maroc, n'étant pas encore membre réintégré, il n'y a pas d'influence sur le vote. Je pense que sur le cas Bathily, je pense qu'il y a eu un mauvais travail qui a été fait pour l'élection. Moi, je trouve qu'on a fait une campagne pour Bathily comme si c'était une campagne d'élection présidentielle où ce sont les citoyens qui vont voter avec des vidéos, des conférences de presse un peu partout, on mobilisait l'opinion, alors que ce n'est pas l'opinion qui vote. La réalité, c'était un travail de lobbying qu'il fallait faire pour faire accepter la candidature de Bathily, ce que nous n'avons pas pu faire, ce qui a été fait par d'autres pays. Le Kenya a beaucoup travaillé sur sa candidate, c'est pas pour rien qu'elle est arrivée en tête au premier tour. Le Tchad, pareil, ils ont fait un excellent travail de lobbying, parce que si Bathily a eu 10 voix au premier tour, ça veut dire qu'au moins, il y a 5 pays de la CEDEAO qui n'ont pas voté pour le Sénégal. C'est un gros problème. Ça veut dire que nous n'avons pas pu parler avec nos voisins immédiats pour les convaincre de voter pour notre candidat. C'est un gros problème. Même si, par ailleurs, on dit que c'était le candidat de la CEDEAO, ça c'était une déclaration de principe, c'est une déclaration qui n'engage pas les États individuellement. Et je pense qu'il y a une grosse erreur qui a été faite sur ce plan. Voilà, donc nous allons avancer, avec d'autres sujets. Le Conseil supérieur de la magistrature, avec bien sûr la démission du magistrat Hamidou Dème, une institution dépouillée de toutes ses prérogatives, selon le magistrat Hamidou Dème, qui a eu à démissionner. Alors, cela fait ressurgir le débat sur la séparation de l'exécutif et du judiciaire. Vous partagez? Moi, je pense que il faut arrêter ce jeu-là en disant la séparation de l'exécutif et du judiciaire quand le président est président du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice sont vice-présidents. Quand les nominations peut-être proposées par le Conseil supérieur de la magistrature pour les nominations, mais en dernière analyse, c'est le président qui décide sous l'éclairage de son conseiller juridique et de l'intervention peut-être du ministère de la Justice. Bon, je pense donc que quand on prolonge le décret, un nouveau décret là qui avait créé d'abord un malaise sur la durée de vie d'un magistrat à la tête de ce conseil, 65 ans ou 67 ans, pour certains, 60, en tout cas moins pour les autres, à partir du moment où on choisit dans un corps où, a priori, tout le monde a le même niveau, c'est les appellations qui diffèrent. À partir du moment où on choisit, on se fait des inimitiés chez ceux qu'on n'a pas choisis. Ça, c'est un constat. D'autre part, Hamidou Dème, je pense, comme le ministre de la Justice le disait hier vendredi, en disant c'est à ses pairs de le juger, je pense que il aurait dû, lui aussi, le ministre de la Justice, ne pas faire sa conférence pour répondre quand c'est le corps qui doit juger. De manière générale, ce qu'on peut constater par contre, et qui est constat, et qui est un fait public, c'est que l'utilisation de la justice se fait à deux vitesses depuis 2012.
Il faut prendre le cas Aïdjon, il faut prendre le cas Aïdara Sylla, il faut prendre le cas Karim. Et des inculpés qui avaient le même niveau de responsabilité et qui ont transhumé n'ont pas été poursuivis. Il y a donc une manière d'exercer la justice qui n'est pas équitable pour tout le monde, en fonction de sa coloration politique ou même en fonction parfois des montants supposés. On a eu récemment un douanier qui pouvait avoir 150 millions sous son lit et c'est le directeur des douanes qui le justifie. Et dans la presse de vendredi, on disait encore que le gars a justifié la promenade de 150 millions. Bon, vous comprenez que pour moins que ça, on draine des gens supposés enrichis illicites, et pour d'autres, on dit, bon, c'est des avocats qui se constituent pour dire que, bon, il a le droit d'avoir cet argent-là. Donc ça crée pas un malaise, mais ça crée des questionnements. Il y a des questionnements à l'intérieur de la justice, il y a des questionnements à l'extérieur de la justice. Il y a une manière de faire la justice qui pose problème au Sénégal. Dem a posé le problème de manière maladroite parce que je pense que la lettre réservée au président devait rester au président. Ne pas être publié. Ah non, c'est un document administratif privé. Une lettre qui vous est adressée, c'est comme un mail qui vous est adressé. Si vous n'ouvrez pas votre boîte, personne ne le sait. Si vous ne la diffusez pas, personne ne le sait. Mais si je vous envoie un mail et en même temps je le publie sur les réseaux sociaux, je pense que je trahis un peu la confidentialité des propos que je voudrais échanger avec vous. Alors là, il y a la violation de l'obligation de réserve qui revient. Il n'y a pas d'obligation de réserve. Il n'y a pas d'obligation de réserve. Personne n'a le droit de se laisser tuer par obligation. Personne. Il y avait une série sur les accidents d'avion où on disait que le commandant était responsable de l'avion. Mais le commandant en second est responsable de sa vie. Il n'est pas obligé de suivre le commandant dans ses mouvements. C'est la même chose. Il n'y a pas d'obligation de réserve quand on estime que sa vie, son honneur, sa dignité sont bafoués par ceux qui auraient dû lutter pour notre honneur, notre dignité et notre valeur humaine. Et je pense que si le pouvoir qui doit aider à lutter, à donner une certaine dignité à une certaine fonction, c'est comme avec la santé, le pouvoir doit veiller à mettre en place les moyens d'exercer. L'exercice maintenant est individuel, mais le plateau, l'université, l'hôpital sont du ressort de l'État. Le professeur est seul dans sa salle et son cours, il le prépare tout seul. Il ne le fait pas en fonction de l'idéologie de l'État. Le malade qui soigne, le médecin qui soigne ne soigne pas en fonction d'une coloration politique. Il soigne une maladie. Il ne soigne pas un militant politique ou pas. C'est la même chose. Si cet individu estime que sa vie, son honneur et sa dignité sont bafoués, il est dans l'obligation de se révolter et de crier pour rester en vie. Vous l'avez évoqué sur votre profil Facebook, vous l'avez évoqué. Après Maître Mamadama Gueye, il y a Amidou Dem, donc magistrat, qui démissionne et qui fait des révélations sur l'instrumentalisation de la justice sénégalaise. Enfin, j'ai posé le problème autrement. Mais autrement, oui, mais vous l'avez évoqué. Mais d'abord, je pense que ici, l'histoire d'obligation de réserve ne se pose pas. Un point où je ne suis pas d'accord avec le doyen, c'est je ne pense pas que le fait que cette lettre ait été mise sur la place publique pose problème, parce qu'il n'y a rien de confidentiel. Il a adressé une lettre pour informer au président de la République, informer le président de la République de sa volonté de démissionner. Et il a mis la lettre sur la place publique parce qu'il veut susciter un débat et veut tenir l'opinion à témoin de ses motivations. Ça, c'est un point. Maintenant, sur sa démarche, moi, j'ai disons, deux
ou trois niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse, c'est que c'est un magistrat qui a été élu à un poste pour faire un travail donné, qui se rend compte que depuis son élection, il ne peut pas faire le travail pour lequel il a été choisi. Il décide de quitter. C'est tout à son honneur. La deuxième chose, c'est qu'il pose un débat de fond sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, qui, à ses yeux, ne fonctionne pas convenablement. Il a raison de poser le débat, parce que c'est une question importante. Il pose aussi la problématique de l'indépendance de la justice et du fonctionnement de la justice. Et à ce niveau, je pense qu'il n'est pas allé au bout de sa logique. Parce que je pense que dans sa lettre, il semble dire aujourd'hui, puisqu'il dit aujourd'hui, et là aussi je ne suis pas d'accord, parce que la justice fonctionne, la façon dont la justice fonctionne dans ce pays depuis des années est problématique. Doyen a parlé de 2012. On va aller plus loin. En 2007, dans une conférence de presse après son élection, sa réélection, mais c'est devant les télévisions du monde que Abdoulaye Wade a brandi un document qui, selon lui, a été signé par Idrissa Seck. Et dans cette conférence de presse, c'est Abdoulaye Wade personnellement qui dit que c'est lui qui a demandé à ce qu'on libère Idrissa Seck parce qu'il a signé un engagement pour rembourser l'argent, non à l'État, mais au PDS. Cet argent allait servir à financer une campagne présidentielle du PDS et il a dit que c'est lui qui a demandé la libération d'Idrissa Seck. C'est un gros problème. Ça veut dire que depuis longtemps dans ce pays, pas seulement en 2012, depuis longtemps dans ce pays, la justice fonctionne d'une façon... Et on en parle beaucoup. Mon post sur Facebook, je faisais une allusion en disant, je ne comprends pas pourquoi les collègues magistrats de DEM ne s'attaquent pas à lui comme il s'était attaqué à Maître Mamada Gueye. Parce que même Maître Mamada Gueye a posé un problème de fond sur le fonctionnement de la justice. Parce qu'après lui, il a parlé de corruption. Donc je comprends parfaitement que les magistrats soient touchés dans leur honneur parce qu'on parle de corruption. Mais l'un des problèmes du fonctionnement de la justice aussi, ça, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on voit l'indépendance de la justice en termes organiques, c'est-à-dire le rapport entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, mais aussi la question de la corruption. Je rappelle ici aussi qu'il y a quelques années, des citoyens sénégalais ont mis à nu une affaire de corruption dans la magistrature. C'était au-dessus de tout le monde, il y a eu des enregistrements. Ces citoyens ont été envoyés en prison. Les magistrats impliqués dans l'affaire, aucun des magistrats n'est allé en prison. Donc je pense que aussi les problèmes de la justice sont réels, ils sont là, beaucoup de Sénégalais le constatent, comment fonctionne la justice, mais je pense que si on veut poser un débat de fond sur le fonctionnement de la justice, il faut aller aussi bien le rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, c'est très important, mais aussi le travail des magistrats à titre individuel et en leur âme et conscience. C'est-à-dire aujourd'hui, même si les magistrats sont libres du pouvoir judiciaire, comme on le dit, et il n'y a aucune subordination organique avec le pouvoir judiciaire, rien ne garantit que la justice fonctionnerait mieux. Je ne suis pas sûr. Nous allons terminer avec le dernier point sur l'international. C'est donc le décret anti-immigration du président Donald Trump interdisant à 7 pays musulmans d'entrer aux États-Unis. Alors, c'est la transition. Un juge fédéral a bloqué ce décret du chef de l'État des chefs d'État des États-Unis plutôt. Une justice américaine, disons, assez libre, différent de ce à quoi on assiste. Non, vous avez vu ce vendredi, la presse internationale a parlé de camoufler parce qu'en Californie, après le juge fédéral, il y a eu le tribunal de Californie qui a invalidé, moins pour la valeur du décret présidentiel que pour son contenu. Qu'un individu qui n'est pas encore entré dans le territoire américain ne peut pas représenter une menace pour la nation américaine. Mais au fond, Donald Trump vit aujourd'hui la réalité du pouvoir. Il est confronté, il va dire qu'il va
s'attaquer. Il a donné rendez-vous par tweet à la Cour en disant que c'est de l'affaire de la nation, mais on pense qu'il ne le fera pas parce qu'il ne peut pas faire appel sauf pour aller à la Cour suprême. Et la Cour suprême ne lui est pas encore très favorable parce que son candidat n'est pas encore accepté, d'une part. D'autre part, même pour la Chine, il commence à évoluer. Ces positions de campagne qu'il pose sous forme de décret et qui sont contestées, l'arrange au fond. On a dit que bon, moi j'ai pris cet engagement pour lequel vous m'avez élu, j'ai posé le geste, la Cour suprême s'y est opposée. Pour ce qui est de la Chine, bon, l'unicité de la Chine, parce que c'était ça son problème pendant la campagne, bon, il se rend compte à la réelle politique. Et enfin, les Américains vont se rendre compte qu'au fond, Trump lui-même ne sait pas où il va, parce qu'il va attaquer une société de vente de vêtements, parce que cette société refuse de mettre en vente la ligne de sa fille. Bon, donc il y a beaucoup de problèmes qui vont surgir et qui vont permettre à Trump de se dédire tout en ayant l'air de vouloir tenir ses promesses de campagne. Et l'immigration, parce qu'aujourd'hui, et c'est valable pour tous les autres pays, même pour nos amis français, personne n'a le droit d'interdire l'entrée sur le territoire quelconque, surtout le territoire américain qui est une sorte de territoire international à cause des institutions internationales qui y sont, et en disant que bon, parce que c'est un terroriste. Ce délit de faciès qu'on retrouve en France, on le retrouve aux États-Unis, et je pense que les bonnes âmes, les bonnes consciences vont se lier contre cette position raciste et unilatérale, et Trump commence à le voir. Samba Badji, nous allons terminer avec vous, avec bien sûr le décret anti-immigration de Donald Trump, avec le juge fédéral américain qui a eu à bloquer ce décret. Votre analyse en quelques mots? Oui, je pense que Trump, où il a fait des erreurs, où il le faisait exprès. Je veux dire, dès qu'il a signé ce décret, beaucoup d'observateurs ont dit mais qui a conseillé ce monsieur pour prendre ce décret, parce que ce sera retoqué par les juges, parce que c'est anticonstitutionnel, ça ne respecte aucune règle, et c'est ce qui s'est passé. Donc je veux dire, soit il ne savait pas, il l'a fait, ou il le savait pour après, si c'est bloqué, dire ah, de toutes les façons, moi j'avais promis, j'ai décidé, et c'est les juges qui ont. Et la preuve, c'est que la première fois qu'un juge a bloqué son décret, il a envoyé Twitter avec des tweets s'en prenant à ce juge en disant oui, si jamais il y a une attaque dans ce pays, c'est le juge qui est responsable. Donc je pense qu'il est un peu dans sa logique de continuer ce qu'il faisait dans la campagne, d'essayer de parler à son électorat d'une certaine façon en disant bon, de toutes les façons, moi j'ai la volonté de bien faire les choses, c'est les juges qui m'empêchent de faire mon travail, mais ce qui est clair, et ceux qui savent comment fonctionne le système politique aux États-Unis, un décret qui est pris par le président et qui ne respecte pas les normes, qui ne respecte pas la Constitution, a peu de chances d'être appliqué, parce que si on l'attaque devant les juridictions, il est bloqué. Et c'est ce qui s'est passé avec ce décret-là. Donc, une chose s'offre à Trump, c'est soit de réécrire ce décret, parce qu'au fond, la politique d'immigration, c'est pas tant ça le problème, c'est pas le fait de dire qu'on va avoir une politique d'immigration ou de contrôle d'immigration, c'est pas ça le problème, c'est comment ce décret a été écrit en visant une catégorie de personnes précises, qui est un délit de faciès, ou qui est même une sorte de racisme qui ne dit pas son nom, qui est un racisme vraiment abject, qui fait que ce décret a été bloqué. Donc soit il reprend son décret, il l'écrit d'une certaine façon qui corresponde aux règles, à la Constitution, ou il s'en va à la Cour suprême et ça va être bloqué, je pense. Allez, merci beaucoup, très chers invités. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Pathé Mboup, le journaliste, notre doyen. Merci. Merci à vous et merci à Badji. Merci. À vous, Samba Dialempa Badji, rédacteur en chef adjoint d'Africa Tchèque.
Merci Mamanta et merci au doyen. Checkpoint. Africa Check. Allez, merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, de nous choisir, de nous suivre. Actu en 7 revient la semaine prochaine. Un grand merci à toute l'équipe technique. Il y avait Cheikh Tidiane Ndiaye, Cheikh Tidiane Diop, mention spéciale à Ousseynou Sall. Un grand merci à Oustaz Hassan Diouf. Il a assuré la coordination de ce numéro. Restez en compagnie des programmes de Walf TV. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.